Bonjour à tous. Salut, salut. On voit que les gens sont ponctuels et déjà à l'heure. On va essayer de rester tous en mute pour la bonne cohésion de ce webinaire, mais n'hésitez pas à vous présenter dans le chat un peu à droite. Et on va laisser encore, il y avait une centaine d'inscrits, je pense qu'on sera une trentaine ou une quarantaine. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et on va commencer dans quelques prochaines minutes. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui. Pour vous donner un peu plus de contexte sur ce webinaire, donc on va passer 30 minutes ensemble. On va essayer aussi de vous donner vachement la parole pour que le but, c'est qu'on vous apporte le plus de valeur possible et pas qu'on analyse juste des offres d'emploi, mais c'est que vous donnez des astuces pour de votre côté, vous puissiez vous faire une propre idée quand vous allez recevoir une offre d'emploi, quand vous allez en rédiger une. Ce webinaire s'adresse en majorité aux talents du growth. Donc, c'est les personnes qui cherchent un emploi dans le growth, qui travaillent aujourd'hui dans le growth, mais qui sont peut-être pas forcément satisfaits par les conditions ou le scope actuel. Donc, on vous présentera tout ça. Et le but, c'est qu'on se garde 10-15 minutes à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser toutes vos questions, que ce soit une offre en particulier, que ce soit des questions très précises que vous avez en tête. On sera ravis d'y répondre. Avant de commencer et de laisser la parole à Timothée pour vous présenter Growth Talent, j'aimerais un peu clarifier de pourquoi on a lancé cette initiative qui va au-delà d'organiser des webinaires et apporter de la valeur aux talents. Notre vision, c'est aujourd'hui d'élever le niveau du growth en France avec l'approche du coaching, mentoring et surtout mettre en confiance les talents du growth. On pense qu'il y a assez d'environnement pour apprendre les hard skills, pour apprendre les soft skills. Il y a des excellentes formations, il y a des très bonnes écoles aussi de rejoindre des entreprises en direct. Par contre, ce qui manque, et c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais rejoint Spendesk au fil des années, c'est un peu ce soutien qu'on peut avoir et ces questions qu'on a souvent en tête, que ça soit concernant le salaire, que ça soit concernant le scope, que ça soit concernant le recrutement, toutes ces questions qu'on peut avoir qui restent souvent sans réponse. Mais donc, c'est pour ça qu'on a lancé Growth Talent. Et je vais laisser la parole à Timothée, du coup, pour vous présenter un peu plus Growth Talent. Soyez indulgents, c'est son premier pitch. Ouais, c'est mon premier pitch pour mon premier webinaire. Mais en guise d'intro, je vous présente en 2 minutes ce que fait Growth Talent. Donc, c'est une agence donc de talent qui est dédiée au métier du growth en France. Nous, on est simplement parti du principe que en fait, le growth, c'est quand même un univers qui reste assez flou aujourd'hui, que ce soit pour les talents comme pour les entreprises. Et donc, on peut retrouver parfois un petit décalage entre ce que les entreprises cherchent et ce que les talents attendent. Donc, en rencontrant ces talents du growth, on s'est rendu compte quand même qu'il y en a certains qui sont parfois isolés ou qui sont dans des positions qui correspondent pas forcément complètement à ce qu'ils attendaient. Et que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de support pour trouver des réponses à leurs questions, que ce soit sur le salaire, le scope, le recrutement et tout un tas de choses. Donc nous, en fait, notre mission, elle est finalement assez simple, c'est d'accompagner gratuitement ces talents-là dans leur carrière, tout en éduquant de l'autre côté les entreprises sur ce que sont les missions et les scopes du growth. Donc, en fait, pour aider ces talents plus concrètement, on veut être la personne qui vont contacter lorsqu'ils ont des questions, lorsqu'ils ont des difficultés dans leur job. Et on veut vraiment les accompagner dans les moments clés de leur carrière et les aider à franchir des étapes importantes qui peuvent être un changement de scope, un changement de job aussi, une négociation salariale, par exemple, aussi, qui sont des moments importants. Donc, c'est les conseiller et répondre à leurs questions là-dessus. Et pour aller au-delà de ça, c'est également leur faire profiter d'un réseau et d'un benchmark pour les mettre en relation avec des personnes qui peuvent les aider. Et ces personnes-là, ça peut être d'autres talents qui partagent le même scope, des boîtes qui recrutent des profils comme ceux du talent en question, etc., etc. Donc, en résumé, avec une expertise, avec un réseau et avec un benchmark, donc benchmark de salaire, de scope, de culture d'entreprise, etc., etc., on veut pouvoir vraiment aider, mentorer et surtout accompagner les talents dans toute leur carrière. Et la finalité, en fait, c'est d'être un intermédiaire de confiance entre d'un côté donc ces talents du growth et de l'autre les entreprises qui recrutent des talents du growth. Donc voilà un peu pour le pitch d'introduction. On vous partagera à la fin de ce webinaire le manifeste beaucoup plus complet et beaucoup plus détaillé de notre vision, notre ambition. Mais c'est une première description de notre envie chez Growth Talent. Merci beaucoup, en tout cas, Timothée, pour cette
très belle présentation. Je vais partager mon écran et on va, avant de rentrer sur le sujet de vous inviter, d'analyser vraiment des offres, qui est le but aujourd'hui, euh, on va regarder sur les critères en fait, que nous, on essaye d'éduquer pour au moins trier les offres d'emploi aujourd'hui et deux, pour se faire un avis avant de savoir. Je pense qu'il faut éviter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité dans les offres qu'il faut un peu mieux choisir en fait quand on regarde des offres entre une entreprise très jeune et une grosse entreprise, ça va pas être les mêmes conditions. Je te laisse juste m'autoriser à partager l'écran, Timothée, et après, on est bon. Donc, on a aussi pas choisi d'analyser toutes les offres. On en a pris au sort. C'est bon. Certaines des entreprises qu'on a interviewées pour avoir plus d'informations sur les offres et d'autres entreprises où c'est vraiment des coups de cœur, soit par le produit en lui-même, soit par l'entreprise. Donc voilà, c'est un parti pris. On pourra vous partager aussi la liste de toutes les entreprises disponibles. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui ne sont pas forcément dans le marché, notamment si on parle du early stage. Donc vraiment, les sociétés qui viennent de lever des fonds, qui viennent juste d'être immatriculées, ben, elles n'ont pas un abonnement Welcome to Jungle encore. Et donc souvent, c'est juste une page Notion ou un post LinkedIn. Donc il y a aussi beaucoup d'opportunités qui ne sont pas encore visibles sur les grosses job boards en question. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait un peu clarifier pour nous quels sont les différents métiers du growth, parce qu'aujourd'hui, c'est un des premiers problèmes, c'est qu'on recrute un peu un mouton à cinq pattes, quelqu'un avec une baguette magique qui va créer la croissance d'une entreprise. Et nous, on essaye vraiment de classifier en 7 catégories. Peut-être que ça se rallongera dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, avec ces 7 catégories, on arrive déjà à identifier les différentes offres. Donc, on va essayer de rentrer sans rentrer trop dans le détail. Le but, c'est de vous laisser les questions à la fin, si jamais ça vous concerne. C'est un peu placé par le nombre aujourd'hui d'offres qu'il y a. Donc, le numéro 1 va être l'offre la plus présente et le numéro 7 va être l'offre la moins présente. Donc aujourd'hui, il y a une des offres qui est ultra majoritaire, c'est ce qu'on appelle le growth outbound. C'est le fait d'identifier des cibles et de construire une stratégie, d'aller proactivement vers eux. Donc ça, il y a énormément d'offres là-dessus. On rentrera un peu dans le détail plus particulièrement. Le deuxième, c'est un job qui est un peu plus naissant et qui est un peu moins structuré, on va dire, dans les scorecards, c'est un peu plus flou dans les missions qui vont être définies. Mais ça va être le growth inbound. C'est de se dire qu'on va utiliser la stratégie de contenu pour amener du visiteur sur le site Internet et capturer de l'email. Il y a un autre job qui est en train de pas mal augmenter, et notamment au niveau des salaires aujourd'hui, ça va être le demand generation. C'est quelqu'un qui est capable de faire les deux. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup de spécialistes qui sont très bons en outbound. On a vu beaucoup de spécialistes très bons en inbound. Mais il y a très peu de profils aujourd'hui qui sont capables d'orchestrer les deux. Donc, directement, on vient sur un job un peu plus senior. Les salaires sont aussi un peu plus conséquents. Les opportunités de plus en plus nombreuses. Honnêtement, c'est le job que j'ai vu le plus arriver dans les deux dernières années. Gardez en tête que les jobs, quand ils sont postés sur LinkedIn, sur Welcome to Jungle ou autre, ils n'ont pas forcément ces intitulés-là. Souvent, ça va être Growth Manager, Head of Growth, VP Growth. On va être un peu mettre tout. Et donc, c'est nous qui essayons de reclassifier pour mettre un peu plus de clair. Le métier de Traffic Manager sur de l'acquisition payante, qui est aussi un job omniprésent. Beaucoup de profils juniors, très peu de profils seniors disponibles sur le marché, beaucoup de stages ou d'alternance à disposition sur ces jobs de traffic manager. Avec ce qui est assez intéressant, c'est plutôt les campagnes médias. Donc aujourd'hui, ça a changé. Facebook était omniprésent dans le passé. On voit que Google revient en force. Des nouvelles plateformes comme Pinterest ou TikTok, ça permet aussi de rabattre les cartes pour avoir une expertise. Aujourd'hui, on peut avoir dépensé 300 000 en ads dans son ancienne aventure sur TikTok et on se retrouve presque un profil senior sur ce channel d'acquisition. Un job trop rare, même s'il y a quelques offres en ce moment qu'on vous partagera de product growth. Donc en France, le growth est majoritairement associé à acquisition. On pourrait en discuter dans les questions après de l'origine de ça. Mais voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui misent sur des profils growth pour travailler sur le produit et donc venir travailler sur des métriques dans le produit. On vous partagera quelques offres. Un job qui est assez nouveau, mais pour moi qui est précieux, c'est ce métier de gross ops. Donc, c'est un profil growth qui va être beaucoup plus technique, qui va pouvoir s'assurer qu'on a la bonne donnée au bon endroit, qui va être un peu,
j'avais utilisé cette métaphore, mais le plombier, on va dire, de la société, que ça soit un early stage ou plus établi. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est très spécialisé, avec des salaires assez conséquents et qui est beaucoup trop rare. Et mon pari, c'est que dans les prochaines années, la majorité des entreprises iront chercher ces profils-là. Le dernier, un profil qu'on commence à entendre parler de plus en plus, qui va être le gros ingénieur, qui est souvent le premier profil business dédié, profil technique, pardon, dédié aux équipes business. Il y a de plus en plus d'offres, même si on peut les compter sur les doigts de la main aujourd'hui. Euh, donc, avant peut-être de rentrer dans la deuxième axe, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? N'hésitez pas à lever la main, soit sur le chat, soit à enlever le micro. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité, Tim, mais n'hésitez pas Normalement, à oui. poser des premières questions sur ces premiers jobs. Sinon, on va vous donner le deuxième axe de la matrice qui va vous permettre de vraiment après catégoriser ces jobs-là par industrie. Bon, ben, on va continuer sur le deuxième axe. Le deuxième axe qui est intéressant, donc là, on vous a donné un peu les scopes et les responsabilités et aussi les enjeux pour découper et classer un peu ces différentes offres et savoir ce qui vous intéresse le plus. On pourra vous envoyer des exemples de profils. Donc là, c'est un parti pris aussi sur les personnes qu'on met en avant aujourd'hui, mais on a un détail de pas mal de profils. Donc, si vous avez des questions pour rencontrer des profils inbound, pour rencontrer des profils gross ops, on peut vous envoyer une liste de 10, 15 profils et vous mettre en relation avec ces profils-là. Là, c'est des gens qu'on a déjà présentés dans le passé, que ce soit Louis, qui est aujourd'hui chez Spendesk, Baptiste, qui est chez Gorgia, ou Maxime, qui est chez Hubble. C'est des profils qui sont assez spécialisés, soit dans les podcasts, soit dans les missions qu'ils ont fait sur le gross outbound. Donc, n'hésitez pas à les contacter si le métier de gross outbound vous définit. Mais on est là pour vous mettre en relation avec ces autres acteurs. Il y Le avait juste une deuxième axe. question. Il y avait juste une question de Vas-y. savoir si le gros ops, c'est un sales ops pour le pôle growth ou si c'est autre chose. Ouais, donc c'est une très bonne question. On pourrait redécouper chacun des 7 catégories en plusieurs, hein. Par exemple, le métier de gross engineer, on pourrait parler de front-end et de back-end. Sur la partie sales ops, la partie gross ops, on va dire, ça va dépendre du scope de l'équipe growth aujourd'hui. Donc, une équipe growth qui va être en dépendance, on va dire en amont des équipes sales, va avoir un profil beaucoup plus sales ops, puisqu'il va avoir beaucoup plus d'enablement, il va avoir beaucoup plus de Salesforce, il va avoir beaucoup plus ces sujets-là. Sur une entreprise qui va être beaucoup plus paid acquisition, on va dire, ou on va dire presque même self-serve ou on va dire product-led growth, mais là, ça va être un job beaucoup plus data, en fait, beaucoup plus de l'analyse, beaucoup plus de la donnée, beaucoup plus du tracking et de l'automatisation. Je pense que les skills qui sont hyper précieux dans ce métier de gross ops, ça va être de s'assurer qu'on connecte la donnée aux différents endroits. Donc, s'assurer que la donnée passe d'un point A à un outil B à un outil C, globalement. Ça va être aussi des skills de gestion de projet. Et quand on dit gestion de projet, c'est aussi gestion des personnes derrière, s'assurer que les différentes équipes communiquent bien entre elles et discutent bien entre elles. Et enfin, ça sera un skills aussi sur métier, on va dire une expertise métier, parce que par exemple, dans la question de Sales Ops, il va falloir comprendre quel est le job des équipes Sales pour pouvoir leur apporter des bonnes solutions. Donc, la partie Sales Ops est de plus en plus grignotée par ces profils Gross Ops pour répondre à la question. Le deuxième axe qu'on utilise pour classer les offres, ça va être un peu le timing, ce qu'on appelle le timing, qui va être aussi le stade de la société. Pourquoi c'est hyper important? Ça va jouer sur 2 aspects. Un, sur l'equity. Vous allez pouvoir posséder des equity de la société et plus vous arrivez tôt dans la société, moins elles sont chères et plus vous en avez. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et on pourra discuter de l'equity dans un deuxième temps. Deuxièmement, aussi le scope. Plus vous arrivez tôt, plus le scope va être large. Il n'y a pas que des avantages, hein, même si vous savez que je suis un très grand fervent de l'early stage. Il n'y a pas que des avantages à rejoindre dans l'early stage. Il y a souvent moins de budget, moins de ressources. Donc, vous avez un scope qui est beaucoup plus large, mais vous avez aussi beaucoup plus de missions à faire. Et il y a aussi une incertitude. Il y a une prise de risque à rejoindre les startups très early stage. Faut pas oublier qu'il y a presque moins de 10% des sociétés qui vont lever une série B qui sont créées en France. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Donc, il y a une prise de risque qui est faite. La différence dans l'institutionnel, les salaires vont être beaucoup plus hauts, les scopes vont être beaucoup plus spéqués. Souvent, vous pouvez rejoindre une équipe existante ou hériter d'une équipe existante. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de savoir qu'on ne peut pas comparer
une offre d'un super early stage avec une offre dans une chose institutionnelle. Pareil, on ne peut pas comparer une offre de grosse inbound avec une grosse de grosse outbound. Donc, c'est vachement important pour vous, de votre côté, de faire ce travail-là, de savoir ce qui vous attire le plus de ces deux côtés des offres pour vraiment creuser là-dessus. On va garder les questions pour la suite. On a choisi quelques offres aujourd'hui qu'on a classées du coup par stade, par timing, comme vous l'avez fait. Et ce qui est intéressant sur ces offres-là, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et d'analyser un peu ces différents éléments. Donc, on n'a pas trouvé, là, sur le mois d'août, d'offres sur vraiment du super early stage. Donc, souvent, du super early stage, c'est des sociétés qui ne sont même pas encore incorporées. Donc, c'est des sociétés où il y a une ou deux personnes qui travaillent sur ce sujet-là. On a été contacté par Energe, qui est une marketplace, si je ne me trompe pas, Timothée. Aujourd'hui, ils sont deux fondateurs, un CTO, un CEO, et ils cherchent un troisième lead cofondateur avec un profil growth qui pourrait les aider à vraiment trouver leur proposition de valeur, mettre en place le premier site, générer les premiers trafics sur le site Internet. Donc ça, c'est les offres les moins visibles aujourd'hui de l'écosystème avec la prise maximum. Souvent, ces offres sont intéressantes pour tous les profils qui sont très entrepreneurs aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas une idée sur le papier, mais qui ont au moins cette envie de vivre l'aventure 360, de partir d'une feuille blanche et de tout vivre. Il y a de plus en plus d'opportunités. Il faut aussi garder en tête que les profils Go sont très recherchés par les fondeurs. Souvent, des fondeurs vont être un CTO tout seul, ou souvent un ancien sales ou un ancien consultant, ont vraiment des profils beaucoup plus business, on va dire. Et donc, les profils growth, beaucoup plus T-shape, vont être vachement recherchés. Là-dessus, c'est souvent via le réseau ou via la présentation, parce que ces projets n'ont même pas de nom, souvent, pour la majorité. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder, c'est la prise de risque maximum, mais il y a des offres. Je pense que les offres qui sont, on va dire, le plus sexy sur le papier, ça va être toutes les sociétés qui sont aux alentours du product market fit. Donc, soit celles qui ne l'ont pas encore eu aujourd'hui, soit celles qui viennent juste de l'avoir. Donc, c'est ce qu'on classifie souvent en France entre le seed et la série A. Globalement, c'est de plus en plus facile de lever un seed, donc le premier tour de financement. Donc, toutes les sociétés où il y a le petit emoji, alors il faut courir très vite, ces sociétés-là vont être des sociétés qui ont déjà levé de l'argent, entre 300 000 et 5 millions sur les entreprises présentes 300 000 euros et 5 millions sur les entreprises listées. Et aujourd'hui, ils ont une offre qui est live, souvent sur Notion, souvent sur le profil LinkedIn du CEO. Et ces offres-là sont souvent splittées en deux types. Il va avoir le profil outbound qui ressort. C'est par exemple le cas chez Iki People ou chez Ipli. On pourra rentrer dans le détail de ces sociétés-là ou même chez Airfare. Donc, ça va être des jobs beaucoup plus outbound. Pourquoi? Parce qu'un des cofondateurs ou un des premiers recrutements a été un sales. Et la stratégie de croissance de ces entreprises mise sur de la vente enterprise ou sur un panier moyen assez élevé. Et donc, la prospection et l'automatisation de la prospection et des processus de vente peuvent être sont le premier pari, on va dire, là-dessus. La deuxième, qui est Stoic, qui est une insurtech qui vient de lever 2-3 millions d'euros récemment. Ils sont encore que 3 sur le projet, mais ils vont recruter 5 à 7 personnes cette année. Ou Green God, qui fait beaucoup de bruit sur LinkedIn, qui est une néobanque où leur ambition, c'est de faire une banque plus clean, notamment sur la manière dont ils utilisent leur argent pour placer sur du sustainable ou du renouvelable. Ça va être des jobs beaucoup plus, on va dire, inbound, parce que le SEO ou l'acquisition organique va être clé pour ces entreprises. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans les offres. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre sur ces offres en particulier, mais c'est plutôt pour présenter la catégorie et vous montrer qu'il y a une vraie diversité aujourd'hui des offres. Et par la saison, on sait que très peu d'entreprises communiquent sur les levées de fonds durant l'été, mais il va y avoir beaucoup plus de sociétés qui vont annoncer des premiers tours de financement au début du mois de septembre et en octobre. Donc, c'est aussi la saison propice pour ce type d'offres. Qu'est-ce que je voulais préciser sur ces offres-là? Il y a forcément de l'equity dans ces offres-là. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et un peu les conseils
là-dessus, c'est vraiment de discuter directement avec l'un des fondateurs de la société pour vraiment creuser ces entreprises-là. La deuxième partie qui peut être vachement intéressante, donc ça va être des sociétés qui viennent de trouver le product market fit, donc qui accélèrent vraiment très vite. La différence, par exemple, entre le stade d'avant, sur les 2 premières années, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est très intense, vous ne dormez pas beaucoup la nuit parfois, mais je veux dire, vous allez aller chercher vos 30 premiers clients, vos 60, vos 70 premiers clients, vos 100 premiers utilisateurs d'une application. Donc, les premiers 12 ou 18 mois d'une société sont quand même assez lents et l'hypercroissance arrive souvent un peu plus tard. On va plutôt parler des sociétés donc, qui sont aux alentours de la série A aujourd'hui, soit un seed il y a quelques mois, on va dire, et donc la série A est en train d'arriver là-dessus. Ces sociétés-là vont être plutôt entre 10 et 30 personnes globalement. Donc, c'est tout ce qui est symbolisé avec le petit emoji money. Donc, de Liway à Mokacare, aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont une forte croissance, donc qui ont vraiment mois après mois une croissance de plus de 30% aujourd'hui, qui ont aussi des clients. Donc, de Mokacare qui a 60 clients aujourd'hui, à Kili Technologies qui vend à, je crois, 10 à 20% du CAC 40 aujourd'hui. C'est des sociétés qui ont des clients. Seasonly, par exemple, ont plus de 100 000 followers sur Instagram. Donc, c'est vraiment des sociétés qui sont établies. Donc, la prise de risque est beaucoup plus faible. Là, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que cette entreprise va valoir 10 millions ou est-ce qu'elle va valoir 1 milliard globalement? Mais c'est ça aujourd'hui. Aussi, ça a fait le tri. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas réussi à lever une série A. Donc, ça fait un peu le tri sur les projets product market fit. Donc là, vous arrivez dans des entreprises qui commencent à avoir des processus, qui commencent à avoir un channel d'acquisition, puisqu'ils sont arrivés entre 50 ou 100 clients, et vous allez souvent être la première personne. Donc, le scope de l'équipe growth est encore hyper flou, encore flou sur ces équipes-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous commencez à avoir des vraies rémunérations. Donc là, vous allez être globalement sur les prix du marché, même s'il y a même des entreprises qui payent plus que le marché, la majorité des entreprises listées ici. Vous allez aussi avoir de l'equity et vous allez arriver, on va dire, au parfait moment pour appuyer sur le bouton et commencer à voir la croissance, même si c'est jamais aussi simple que ça. Là, les offres que j'aime bien, il y a Liway, qui est une startup qui est assez intéressante. Je vous invite à regarder, qui s'attaque aux problèmes juridiques et notamment qui se distingue vachement par la stratégie de contenu qu'ils ont eu. Je ne sais pas si c'est sur leur site internet, mais je vous invite à regarder le Legal Club Sandwich, qui est vraiment, c'est clubsandwich.legal, le site internet, qui est une initiative qui a été faite par les fondateurs qui vous montre la stratégie de contenu par ces équipes-là. On peut regarder aussi Seasonly. Donc, Seasonly qui est lancé c'est quelque chose qui est un détail qui peut être intéressant, c'est que ça a été lancé par on va dire une serial entrepreneur. Donc, Fanny qui avait déjà monté My Little Paris. Donc, ça, c'est un critère qui est vachement intéressant aussi de rejoindre. On rejoint souvent des entreprises pour les fondateurs, de rejoindre des entreprises qui ont déjà eu un succès parce qu'ils ont déjà fait toutes les erreurs dans leur précédente entreprise et donc souvent ils arrivent avec quelque chose de différent. C'est pareil le cas chez Equipeople, par exemple sur le stade un peu plus early stage. Donc voilà, là il y a aussi tous les scopes. On commence à avoir des scopes beaucoup plus spécialisés, donc on commence à avoir des offres de gros ingénieurs, on commence à avoir des offres de traffic manager. Donc là en fait le job va commencer à être un peu plus précis. Vous allez avoir des scorecards beaucoup plus visibles. Elles vont être aussi souvent sur Welcome to Jungle, ces entreprises-là. Les 2 dernières que je vais regrouper à peu près dans les mêmes catégories. Donc, il y a ce que j'appelle les established startups. Donc, c'est aujourd'hui des startups qui ont levé plusieurs centaines de millions d'euros, qui ont des équipes growth en place. Toutes celles qui sont listées ont une offre aujourd'hui disponible et ont des équipes growth. Donc, il y a souvent un head of growth et 2-3 personnes dans ces équipes-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est souvent on les voit comme les écoles du growth. Donc, vous allez aller là-bas et vous allez apprendre en fait le métier de growth. Ça peut être une bonne étape pour le syndrome de l'imposteur de beaucoup des profils comme nous. Vous pouvez avoir une expérience chez Alan, chez Spendesk, chez Gorgia. Vous pouvez vous dire, voilà, maintenant je suis crédible dans le growth et je peux aller postuler dans des entreprises plus early stage. Je vous préfère de directement postuler dans des entreprises early stage et vous enlever ce syndrome de l'imposteur. Mais voilà, c'est aussi des endroits où vous allez vivre l'hypercroissance, vous allez utiliser des outils qui sont inabordables pour la majorité des autres startups. Vous allez vraiment vivre au sein d'une équipe growth. Il y a des offres que j'isole un peu qui sont soit des boîtes traditionnelles, on n'en a même pas listé ici, mais il y a quelques boîtes traditionnelles qui recrutent des acquisitions en profil, growth mindset, de Decathlon
à la Société Générale globalement. J'ai mis là-dessus aussi des startups qui ont été rachetées par des grands groupes qui, pour moi, par exemple, l'offre de Shine, je pense que ça fait 6 mois qu'elle est sur le marché, l'offre de Head of Growth chez Shine. C'est pas pour rien s'il y a des difficultés à recruter pour ces entreprises-là, c'est qu'il y a des avantages qu'on pourra lister, mais il y a aussi des contraintes, c'est que l'aventure startup est souvent terminée, puisque l'exit a eu lieu et les process commencent à être un peu plus lourds. Donc voilà un peu pour les différentes offres et par catégorie. Il y a énormément d'offres là-dessus. On vous enverra dans le mail à la suite de ce webinaire une liste de toutes ces offres-là avec là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va commencer aussi à recréer les offres d'emploi et pour vous les mettre à disposition pour vraiment vous donner des notes sur quelles sont les très bonnes offres et quelles sont les mauvaises offres. Maintenant, ce qui m'intéresse dans les dernières minutes qui nous restent, dans les 15 dernières minutes qui nous restent, c'est vraiment avoir votre avis sur répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Et surtout, est-ce que vous avez des questions sur, au-delà de rentrer dans les offres telles quelles, sur les différentes maturités, le timing des offres ou les scopes des offres? On vous laisse la parole. Il y avait une première question sur les différences entre le growth engineer et les devs qui a été répondu dans le chat, mais si jamais tu veux préciser. Sur la différence de mission entre les deux. Il y a Thomas qui a très bien fait une réponse parce que Payfit recrute en ce moment, donc Thomas a jumpé sur le chat. Mais non, si on peut le généraliser. Donc aujourd'hui, j'aime bien préciser plutôt pour ajouter sur ce qu'a dit Thomas, c'est le concept d'équipe et de département. Je pense c'est quelque chose qui arrive quand les entreprises sont assez petites, la différence entre une équipe et un département est assez faible. C'est-à-dire que tous les devs vont être ensemble et on va dire que c'est l'équipe dev. Mais quand la société va commencer à se structurer, il va y avoir des départements. Donc, il va y avoir un département sales, un département marketing, un département développeur, par exemple. Et c'est là où on va commencer à voir des équipes hybrides se créer. Et du coup, c'est là qui est intéressant, c'est qu'une équipe va être beaucoup plus agile, va être un scope beaucoup plus petit et va pouvoir travailler sur des sujets. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de Payfit, Payfit a un énorme département de peut-être 50 ou 80 développeurs aujourd'hui, mais ils vont avoir des équipes au sein de développeurs qui vont être dédiés sur différents sujets. Et donc, si on prend l'exemple de Payfit, aujourd'hui, ils ont une équipe de 3-4 grosses ingénieurs, si je ne me trompe pas, et n'hésite pas à nous corriger, Thomas, qui travaillent exclusivement pour l'équipe Growth, qui a un scope assez large chez Payfit, qui va travailler sur les outils internes, qui va travailler sur le tracking et la synchronisation des données, et de mémoire sur la synchronisation avec les différents outils. Donc, notamment, ils ont mis en place segment persona, je pense que c'était un de leurs projets sur les différents derniers mois. Donc, voilà pourquoi les équipes essayent d'avoir des ressources dédiées pour aussi avoir une expertise dédiée sur des sujets et avoir une vision plus longue. Donc, il y a une très bonne question pour une personne qui cherche sa première expérience dans le growth. C'est mieux de commencer par les sociétés avant ou après PMS. En fait, il n'y a pas de bonne réponse aujourd'hui. Je vais peut-être te décevoir, mais ça va pas être le fait ça va pas être le fait de rejoindre une boîte early stage ou rejoindre une boîte late stage. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, moi, dans mon cas, j'ai rejoint Spendesk où je ne comprenais absolument pas ce que faisait le produit. On était 4 en 2016. Ça a bien changé. Et aujourd'hui, Spendesk fait partie d'une des plus grosses solutions de logiciels. Et donc, les 2 premières années, j'ai fait que des bêtises et j'ai appris le growth par moi-même. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un fondateur qui avait trouvé une idée géniale et qu'on a réussi à se développer aux alentours des différentes années. Mais entre ça ou quelqu'un, par exemple, aujourd'hui qui a rejoint un Payfit ou qui a rejoint Spendesk, il a appris plus en 6 mois que quelqu'un ou que moi sur les 2 premières années de ma carrière. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense que ça matche vachement au fit. Donc, en fait, il faut se poser la question sur quel risque je suis prêt à prendre aujourd'hui. Donc, à la sortie de mes études, moi, je m'en foutais d'être payé à la fin du mois. Donc, j'étais prêt à prendre ce risque-là d'aller dans le early stage, si on parle vraiment du très early stage. Et de 2, j'étais prêt à apprendre par moi-même aussi. Donc, j'étais prêt à galérer, à savoir comment mettre en place un CRM et faire tester tous les CRM du marché pendant 2 mois avant de mettre le bon CRM. Donc, il faut aussi vachement se poser et se dire, OK, quel risque je suis prêt à prendre? Quelle aide j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une aide extérieure ou autre?
Donc voilà, il y a pas de recette magique, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des carrières exceptionnelles dans des boîtes très établies. Il y en a eu qui ont des carrières exceptionnelles dans des boîtes early stage. Il faut plutôt se poser sur quel risque on est prêt à prendre. Donc, très bonne question de Mathias sur le prix du marché pour un premier growth dans une startup après seed. Donc, si on revient sur le schéma, on va donc il y a deux types de growth, hein. Si on revient, il y a plusieurs métiers du growth. Les salaires en outbound, et là, je vais pas me faire des amis, mais globalement, vont être sur les jobs en outbound, vont être entre 38 et 48 sur des profils juniors, on va dire, qui ont déjà 1 à 2 ans d'expérience. Donc ça va être les profils sur des boîtes seed dans le marché des grosses outbound. Ça peut aller beaucoup plus fort, hein. Si aujourd'hui, si on prend les offres, un head of acquisition chez Manza, ça va plutôt être entre du 75 et du 100K. Donc, encore une fois, le prix du marché, on les a pour les différents jobs, mais il faut faire un peu la matrice de se dire, OK, quel scope va être là-dessus et quelle seniorité va être à l'intérieur du scope. Donc, Mathias, je n'ai pas regardé ton profil LinkedIn, mais on pourra regarder un follow-up. Mais globalement, les salaires du growth aujourd'hui sur des profils intermédiaires, donc qui vont être individuels contributeurs, mais pas forcément seniors, dans des entreprises qui ont déjà levé des fonds, vont être entre 38 et 48 là-dessus. Alim, je sais que toi, tu rêves de rejoindre une aventure product-led growth par la suite. Sur des exemples de boîtes product-led growth, bon, au-delà de celles que vous voyez sur LinkedIn, Lemlist, je pense qu'a vraiment fait beaucoup de bruit aux alentours des années. Je vais plutôt vous donner les clés pour trouver des boîtes product-led growth. Regardez le nombre de sales dans les sociétés. Donc, moins il y a de sales, plus le produit va onboarder les gens. Donc, si on regarde plutôt récemment, qu'est-ce qu'on a? On a Slide, qui est une entreprise très product-led growth, un slide sur la prise de notes. Qu'est-ce qu'on va avoir récemment? On va avoir Gitbook. Gitbook, qui est une société de knowledge base aussi pour les équipes techniques. Je pêche, on pourra creuser à Lime, mais globalement, ouais, c'est beaucoup. Tu as aussi tout ce qui est mobile application à Lime qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'applications mobiles qui se lancent, qui sont uniquement product-led growth. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui sont très SEO, qui vont être product-led growth. Donc, voilà un peu les différents exemples. Enfin, il y a une très bonne question entre le débat entre growth et marketeux ou consultant SIM. Aujourd'hui, bon, je pense qu'il faut comparer deux offres et regarder le scope que peuvent avoir les différentes offres. Pourquoi les entreprises utilisent le plus le mot growth plutôt qu'un marketeur traditionnel? Pour se rappeler qu'on parle de startups qui sont souvent très bien financées ou qui ont une croissance à plusieurs chiffres. Et donc, le métier de marketeur inbound dans une agence ou dans une société avec une faible croissance va être complètement différent d'une société qui va multiplier son chiffre, sa taille de société, son revenu, son nombre de clients par 3 chaque année. Donc, pourquoi je pense que les entreprises et ces profils growth amènent, c'est par la différence de croissance des entreprises. Sur le scope et les outils à utiliser, ça va être relativement les mêmes missions. Je suis d'accord avec toi, Robert. Donc, sur les missions elles-mêmes vont être à peu près les mêmes, les skills. Par contre, sur ce qu'on demande et sur l'effort qui va être à faire va être différent. Et donc, la méthode utilisée va être plutôt différente. Il y avait une deuxième partie à ta question. Growth. Ah, ok. Donc, oui, il y a ce métier growth aussi où on va dire, si tu veux faire un 30 écart entre le profil growth en startup qui a levé 100 millions et le marketing très traditionnel en agence dans le sud de la France, et j'ai rien contre le sud de la France, avec ça me trahit. Mais globalement, oui, un profil très traditionnel en marketing et un profil growth va être beaucoup plus technique. Le profil growth en startup, on va dire, va être formé sur beaucoup plus d'outils, va être aussi plus à l'aise techniquement pour utiliser des API, faire de l'automatisation comme tu le mentionnes. Donc oui, après, c'est là-dessus. Moi, je dénigre pas les métiers de marketeur inbound, de consultant SIM, et je pense qu'on va y revenir dans les prochaines années, d'avoir des jobs beaucoup plus précis plutôt que le mot magique growth hacker sur ces jobs. Donc, je suis d'accord avec toi que ces offres vont être beaucoup plus spécialisées. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est des entreprises qui veulent multiplier leurs revenus et leur nombre de clients par 3 chaque année.
Donc, Victor, il y a une très bonne question. Donc, Victor, je la lis pour tout le monde, qui se demande est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent exclusivement un employé? Donc, est-ce qu'elles sont salariés de la société ou est-ce qu'ils peuvent fonctionner avec un TJM? Donc, je ne donnerai pas les noms aujourd'hui, mais ça sera sûrement le but de notre webinaire. Il y a deux astuces. Donc, il y a des sociétés qui vont vouloir avoir des freelances, donc avoir un head of growth part-time ou un traffic manager part-time. Donc, il y a aujourd'hui des sociétés qui n'ont pas qui sont pas sûrs d'avoir une personne en full-time, donc ils vont recruter en part-time. Donc ça, c'est des offres plutôt de freelance. Mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant. Il y a des gens qui vont facturer leur société. Donc Victor, il y a des gens qui vont avoir une SASU, donc qui vont avoir une société personnelle et qui vont facturer la société en question. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi, où du coup, tu peux, il faudrait comprendre tes envies, Victor, mais tu peux aussi être employé full-time d'une société, mais rester indépendant. Et rester indépendant et facturer ta société en question. Ça arrive beaucoup quand une société est à l'étranger. Tu es freelance par défaut et tu factures cette société-là. Mais ça arrive aussi dans certaines entreprises françaises où tu peux rester indépendant et facturer une société. Donc, il y a tous les formats et ça évolue de plus en plus. Il y a beaucoup de grosses part-time qu'on voit arriver dans les sociétés. Il y a beaucoup de freelance qui vont aussi arriver sur des temps. Et il y a aussi des gens qui optimisent un peu mieux leur fiscalité, on va dire, et qui ont une holding et qui vont facturer la société en direct. Donc, très bonne question de Joseph pour les profils seniors. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur la question de l'intéressement, donc l'intéressement, souvent dans ces startups-là, c'est des startups, non, de par le mot startup, qui ne gagnent pas d'argent encore aujourd'hui. Donc, l'intéressement ne va pas être une rémunération en fin d'année comme on pourrait avoir dans les packages dans les entreprises profitables. L'intéressement va être des actions de la société. Donc, majoritairement aujourd'hui, c'est des BSPCE qui sont donnés aux employés. Ce qui est intéressant, c'est en train de plus en plus se démocratiser. Mais il y a 5-6 ans, très peu d'employés avaient des BSPCE. Aujourd'hui, presque tous les employés ont des BSPCE. Bon, les montants sont encore trop faibles à mon goût, mais c'est en train de se démocratiser. Ce qu'il faut garder en tête, et c'est un gros débat qu'on avait la dernière fois, c'est aujourd'hui les entreprises, à l'introduction en bourse, on va dire, donc la finalité d'une société, vont avoir entre 15 et 20% des actions totales de la société qui ont été assignées aux employés. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes tous les employés aujourd'hui de Revolut, qui doit avoir 800 employés, la néobanque, il y a 20% du capital qui est détenu par eux. Certains vont avoir 1% du capital World. Ce qui est intéressant, Joseph, du coup, dans tes discussions, c'est directement avec les fondateurs. Il y a très peu de benchmark aujourd'hui. Ça va dépendre dans les premiers employés, mais les premiers employés d'une startup sont plus proches du 1% que du 0,1%. Donc ça, c'est quelque chose, surtout sur des profils avec une expertise et de l'expérience. Donc c'est vachement du cas par cas, malheureusement, là-dessus, Joseph. On essaye d'avoir de plus en plus de benchmark, mais c'est assez difficile à obtenir cette information. Mais aujourd'hui, c'est de négocier du coup des BSPCE de la société ou des actions de la société, peu importe la forme juridique, et derrière, aller regarder un pourcentage. On fera un autre webinaire sur expliquer comment marchent les BSPCE et qu'est-ce que signifient ces montants, parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. On reçoit des messages chaque semaine, on me propose 30K de BSPCE, qu'est-ce que ça veut dire? On vous apprendra à décortiquer ça dans un prochain webinaire, donc n'hésitez pas à nous faire savoir si les sujets des BSPCE, des actions et de l'intéressement sont importants là-dessus. Donc, je jump la deuxième question de MJ. On en traitera dans un deuxième cas où on parlera uniquement des BSPCE et on vous donnera surtout les clés parce qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu les enchères 0,1%, 0,2%. Ça veut tout et rien dire. On vous donnera un peu les clés et un produit en croix et un outil très simple qui s'appelle Excel qui vous permettra de faire ces calculs et de savoir du coup qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des offres. On n'a pas parlé des offres Belgique, qui est francophone. On pourrait parler aussi du Canada ou de certains pays africains qui recrutent de plus en plus de profil growth. Donc, n'hésitez pas à vous exporter aussi. Nous, notre expertise, elle est sur le marché français et c'est déjà énorme pour nous sur les 130 offres qui ont été publiées durant l'été sur les profils growth. Mais oui, il y a des offres aujourd'hui dans des pays francophones ou même dans des pays étrangers. Il y a une question qui est intéressante de GM. Le meilleur profil pour apprendre, globalement, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est de faire. Donc aujourd'hui, la meilleure moyen d'apprendre un hard skills, c'est de résoudre le problème. Donc on peut regarder des mocks sur implémenter un webinar, on peut faire une formation sur comment implémenter un CRM, tous ces sujets-là. Mais là, le jour où vous allez le faire pour de vrai,
et que vous allez casser pour de vrai le CRM, que vous allez devoir le changer toutes les 2 semaines, ben, ça va être la meilleure manière d'apprentissage. Donc moi, c'est quelque chose que je recommande vachement, c'est apprendre en faisant. Donc, rejoignez des startups early, établies. Faites, essayez de mettre en place des choses, casser des choses, apprenez des choses, utilisez des outils. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre aujourd'hui. C'est vraiment en faisant. Donc, c'est pour ça que je pousse. Et il y a énormément de formations, il y a énormément de bootcamp, il y a énormément de choses. C'est bien. Je vais pas en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les bons profils growth, si vous regardez, qui ont eu des carrières, c'est des gens qui, au moment donné, ils ont donné 2, 3, 4 ans de leur vie pour une entreprise et ils ont tout appris au sein de cette entreprise où ils ont jumpé. Donc, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire et c'est de rejoindre ces entreprises. Sur le métier de gross ops, on va partager dans le chat 2 profils. Donc, 2 profils. Donc, les entreprises que je trouve assez matures sur le métier de gross ops, c'est peut-être que Thomas, du coup, de Payfit, nous mettra le profil gross ops de Payfit. Chez Spendesk, ça va être Hugo Bassiano qui a ce profil où il y avait Tiffany Dubois. C'est les profils chez Spendesk qui sont profil gross ops. Et il y a un très bon profil qui est Axel chez Gorgia, donc qui est basé entre Paris et San Francisco aujourd'hui. Mais Axel, je vais trouver en direct le LinkedIn, mais vous trouverez assez facilement. C'est Axel de Gorgia qui a vraiment une vraie expertise et ça fait maintenant 2-3 ans qu'il fait ce job-là, qui est pour moi un peu le profil de référence si on parle de ce métier de gross ops. Donc voilà, je t'invite à regarder, Chris, les profils de gross ops. Là-dessus, pour reprendre le point, donc on a record ce webinaire, il sera partagé, il sera accessible à tout le monde. Donc si vous avez raté le début, vous aurez accès au recording. Donc vous aurez accès là-dessus. Donc tous les gens qui sont participés sur LinkedIn recevront le recording avec une synthèse et aussi un peu une analyse un peu plus poussée des offres qu'on vient de discuter et des liens. Parce que le but, c'est que ces entreprises trouvent des talents. Donc n'hésitez pas à le trouver là-dessus. Est-ce qu'on se fait une dernière question avant de wrap up, Tim? Ouais, il y en a Je une pense. dernière qui est un peu Vas-y. longue. Je crois que c'est la différence entre les statuts vraiment de marketeur et pour en arriver au growth. Donc, le type de compétences qu'il faut et le type de boîte. Ouais, donc c'est vraiment un débat. Il faudrait qu'on explique plus en détail je ne peux pas dire le mot guerre, mais on va dire ce débat entre marketing et growth. Encore une fois, moi, je pense que si on tire le trait, le marketing est un département, donc c'est un scope entier et l'équipe growth va être une équipe, même si certains ont créé des départements growth, on va dire. Mais pour simplifier, je pense que faut plutôt, en fonction du stade des boîtes, ça va être assez clair, quoi, globalement. Si on prend une startup, un seed, ben, le premier profil growth, qu'est-ce qu'il va travailler? Ben, il va s'assurer que le revenu de la société grossit, là où le marketing va peut-être s'assurer qu'on comprend bien le produit, qu'on est visible, qu'on explique l'offre de manière très simple, qu'on arrive aussi à avoir les bons ressources matérielles. Donc, vous voyez, si vous essayez de voir dans les différents métiers, on arrive très vite à trouver des différences entre quel est le scope du marketing, quel est le scope du profil growth. Il y a énormément de podcasts, d'audio qui ont été ou d'articles qui ont été publiés sur la différence entre growth et marketing. Moi, la différence que je vois, c'est souvent une équipe growth a un KPI, donc un chiffre, un objectif qui est très précis et qui est très mesurable. Là où les équipes marketing vont être beaucoup plus larges dans leur scope et donc c'est difficile de donner un seul chiffre à une équipe marketing. Là où des équipes grosses vont avoir souvent un métrique très précis. Et donc cette différence-là de partir de j'ai un métrique très précis permet d'avoir un scope souvent beaucoup plus précis avec un objectif à plus long terme. Et après, il y a éventuellement aujourd'hui les skills où ces profils growth, notamment en France, sont beaucoup plus techniques. Donc, on va avoir une expertise beaucoup plus large de Photoshop à Zapier en passant par du Python. Globalement, les profils growth sont souvent catégorisés, et ils ont raison, de beaucoup plus polyvalents qu'un profil marketeur. Aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de profils growth qui sont des excellents marketeurs. Il y a beaucoup de profils marketeurs qui seront d'excellents growth. Donc, voilà un peu la différence là-dessus. Et encore une fois, donc, nous, on ne vous donnera pas les clés de il faut rejoindre une startup early stage
sur ce job de grosse outbound pour avoir une carrière successful. Je pense que vous pouvez avoir une carrière successful dans n'importe quel axe, dans les 7 métiers qu'on a mentionnés, mais aussi dans les 5 types de timing d'entreprise. Donc aujourd'hui, et on vous donnera des exemples dans chacune de ces cases, il y a des exemples pour le faire dire. La vraie chose, c'est vraiment se poser de votre côté et se dire, OK, qu'est-ce qui est intéressant dans l'early stage? Qu'est-ce qui est dangereux dans l'early stage? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis pas impatient? Quel est mon scope? Quelles sont mes forces aujourd'hui? Quelles sont mes faiblesses? Et vraiment se poser sur ces jobs-là. Mais il n'y a pas de recette magique. Et toutes les entreprises, au moins qu'on a mis sur les slides, je suis sûr que en rejoignant ce type d'entreprise, vous allez apprendre dans les prochains mois. Vous allez recevoir un salaire au-dessus du marché à la fin du mois aussi. Mais surtout, vous allez apprendre dans ces entreprises-là. Donc, je pense que la question à vous poser, c'est comment je peux apprendre et dans quel stade de boîte je peux apprendre. Et surtout, après, ce qu'on n'a vraiment pas parlé, c'est quelle est votre affinité avec l'équipe fondatrice de ces différents projets et la vision des produits. Je pense qu'on a mis des offres qui ont aussi des propositions de valeur très fortes, de l'insurtech au changement climatique en passant par des fintechs. Donc, c'est des produits qui sont très forts et soit on aime, soit on déteste. Donc, c'est aussi intéressant de prendre cet axe-là de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et au final, certaines industries peuvent vous donner plus à fond. Donc, on est pile on time, Pile dans le timing. Timothée. Merci en tout cas à tous pour vos questions. Si vous avez la moindre question à la suite de ce webinaire, vous pouvez nous contacter directement sur LinkedIn ou sinon par mail. On vous laisse un mail grosstalent.org si vous voulez regarder là-dessus. Et de toute façon, vous allez recevoir un email à la suite de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ce qu'on peut faire pour vous, les talents, parce que les entreprises, c'est quelque chose, c'est pas notre priorité pour le moment, mais si aujourd'hui vous vous posez des questions sur le scope que vous avez, sur la rémunération, sur les BSPCE, toutes les questions que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez aussi avoir plus d'informations, donc nous, on a réalisé des analyses des différentes offres qui ont été partagées. Si vous voulez avoir un avis très critique sur les différentes offres ou sur une offre que vous avez eu un coup de cœur, on peut vous donner beaucoup plus d'informations. Donc, que ça soit par mail aujourd'hui, qui est la méthode où on s'assure qu'on répondra à vos questions, ou via LinkedIn, n'hésitez pas. On va essayer de faire ça de plus en plus, ces webinaires. Donc, aujourd'hui, c'était le premier, mais on va essayer au moins d'en faire un par semaine dans les prochaines semaines et à voir comment on va pouvoir le multiplier pour que je ne sois plus la seule personne à parler, mais qu'on fasse venir aussi parler des talents qui puissent répondre aux questions. Donc, il va avoir beaucoup plus de webinaires. Le meilleur moyen d'être alerté, c'est de suivre la page Grosse Talent sur LinkedIn. Mais si vous êtes là, vous avez déjà participé à un événement, donc vous avez trouvé. Voilà, en tout cas, merci pour toutes vos questions. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur et on reviendra avec beaucoup plus de webinaires très spécifiques sur toutes les questions qui ont été partagées. Et la suite, ça se passe du coup par mail ou en direct message. On est là pour vous aider et on vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci à tous. À bientôt.